Bienvenue. Je vous propose de nous installer côté salon pour un échange, pour voilà, introduire cette grande séquence sur la géopolitique avec un temps des questions que je vais vous poser et ensuite je compte sur vous bien sûr pour prolonger la discussion via l'application, vous l'avez compris, et surtout avec des micros dans la salle. Jean-Yves Le Drian, donc je ne reviens pas sur la présentation voilà, que vient de faire Cédric Lewandowski. Vous êtes aujourd'hui envoyé personnel du président de la République au Liban et par ailleurs président de l'agence française Aloula, et vous revenez tout juste de 2 déplacements avec le président de la République à Riyad. Nous reviendrons certainement sur ces questions qui touchent cette région, mais peut-être d'une façon plus générale. Et pour démarrer, on vous entend souvent parler de basculement géopolitique, d'un véritable changement d'époque. Qu'entendez-vous par là? D'abord, une observation à l'égard de Cédric Lewandowski, c'est pas bretonnerie, c'est bretonitude. C'est tout à fait. Parce que bretonnerie, ça fait un peu, comment dire, désuet, peut-être même vulgaire. Mais bretonitude, c'est plus lourd. Mais en tout cas, je suis ravi d'être avec vous, de retrouver Cédric Lewandowski, évidemment, mais plusieurs d'entre vous m'a-t-on dit, avec qui j'ai eu l'occasion ou le plaisir de travailler et d'échanger avec vous sur la situation internationale. Je ne sais pas du tout d'ailleurs par quel bout la prendre. Simplement, j'ai gardé quelques amitiés, et il y a relativement peu de temps, mon collègue jordanien, qui est toujours là, enfin, il y a des pays où on reste très longtemps, ministre des Affaires étrangères, m'a dit avec un peu d'émotion, tu vois, finalement, Bachar al-Assad a gagné. Donc, je sais toutes les réserves que vous avez à l'égard de son comportement. C'est vrai que c'est un dictateur, c'est vrai que c'est un sanguinaire, c'est vrai qu'il a commis des crimes. Mais il est toujours là. On avait dit qu'il aurait chuté en 2011, et puis tu sais ce qui s'est passé. Donc on va progressivement renouer des relations, d'autant plus qu'on a une frontière commune importante, et puis qu'il y a toujours les risques de terrorisme. Bref, je suis désolé, mais en plus, il exporte du Captagon un peu partout dans la région, du coup il gangrène notre jeunesse, donc il faut trouver des accords. Et puis les Russes sont là, bon. Voilà, c'était il y a peu de temps, et il s'est trompé. Ce qui veut dire que pour diagnostiquer la situation du monde, certains parlent d'affolement du monde, c'est un peu là l'exemple type, en tout cas le côté imprévisible, volatile des situations. On pourra peut-être revenir tout à l'heure sur les conséquences de tout ça en Syrie, mais ce n'est pas secondaire. Mais en tout cas, le thème qui est développé beaucoup par les observateurs, c'est ce monde est dans une période d'affolement, de désordre. C'est sans doute vrai. Et puis, l'autre caractéristique de la situation, c'est le fait que ce monde est aussi devenu extrêmement brutal. Dans chaque situation nouvelle, on assiste à la violence désinhibée complètement. On avait vu le terrorisme antérieurement, mais là, c'est une violence désinhibée d'État. Quand on voit ce qui se passe en Ukraine, la manière dont l'agression russe veut juguler ce peuple sans aucune référence au droit de la guerre, au droit humanitaire, mais c'est vrai aussi ailleurs. Le pogrom du 7 octobre, puis la violence désinhibée, l'hyperviolence désinhibée qui s'en est suivie de la part d'Israël, sans obligatoirement le respect des normes internationales et du droit de la guerre. Bref, nous sommes dans une situation d'une très grande violence. Mais ça ne suffit pas, à mon avis, pour caractériser la situation actuelle. C'est vrai, le désordre, l'affolement, c'est vrai, la brutalité, mais ce qui est encore plus vrai, à mon avis, c'est pour ça que je parle de basculement, c'est qu'on a totalement changé d'époque. À la fois en matière, en géographie et en histoire. Le basculement du monde, c'est le fait que les principes sur lesquels la communauté internationale, celle qu'on appelle toujours la communauté internationale, vivait depuis 1945, ces principes-là sont progressivement tombés, se sont écroulés comme un château de cartes. Les principes, c'était l'intégrité des frontières, c'était le respect de chaque identité étatique, le fait que les États ensemble abordaient les grands enjeux du monde, le fait qu'on réglait
conflit de manière pacifique, le fait qu'il y avait un Conseil de sécurité, je l'ai pratiqué, je l'ai même présidé à plusieurs reprises, qui essayait de trouver des solutions de sortie aux situations conflictuelles. Tout cela s'était écroulé. Il s'est écroulé d'autant plus spectaculairement, c'est pour ça que je parle aussi de basculement, que ce basculement est intervenu après une période que certains ont appelée la mondialisation heureuse, entre guillemets, cette période qui va de 1990 à 2010 à peu près, où nous sommes en plein dans les échanges internationaux. Le point d'orgue pour moi, c'est le fait que la Chine rentre à l'OMC en 2001. Bref, cette période considérable, où certains ont vu d'ailleurs à un moment donné la fin de l'histoire. Ça n'était pas la fin de l'histoire, mais il y avait une espèce de convergence, de concomitance entre la géopolitique et ce que j'appellerais la géoéconomique. L'industrialisation de la Chine, la progression des échanges, la montée des puissances émergentes, bref, dans un environnement plutôt positif. C'est une époque d'ailleurs où l'OTAN et la Russie parlent de concert, ont des réunions régulières. C'est une époque où on a le G8 et non plus le G7. Bref. On pensait que les relations économiques allaient tout lisser. Voilà. C'était une progression rectiligne vers une forme de mondialisation pacifique. Et puis ça a changé brutalement. Et nous sommes rentrés dans une espèce de phase de démondialisation. Je mets la rupture 2010, 2012, 2013. 2012, c'est l'arrivée d'ailleurs curieusement concomitante de Xi Jinping en Chine et le retour de Poutine, 2012. C'est aussi le printemps arabe qui est dans toutes ses conséquences, y compris dans ses conséquences dramatiques. Et c'est aussi en 2013 l'acte qui me paraît le plus symbolique et le plus significatif, qui se passe d'ailleurs en Syrie, c'est le renoncement d'Obama à frapper une usine de production d'armes chimiques en Syrie. J'étais bien placé pour Cédric Lewandowski aussi pour m'en rappeler maintenant. C'était en Syrie, comme par hasard. Et ce retrait d'Obama brutal est symbolique, non pas obligatoirement de la faiblesse, chacun peut interpréter comme il veut, des États-Unis, mais sans doute une forme de renoncement des États-Unis à jouer le rôle de d'hyperpuissance dominante, comme cette puissance avait été dans les années que j'appelle la mondialisation heureuse. Renoncement qui n'est pas secondaire. Moi, je fais un lien très clair entre ce renoncement ou cet affaiblissement, comme vous voulez. Je suis plutôt pour le renoncement. Il y a un lien entre cela et l'invasion de la Crimée quelques mois après. Les lignes rouges fixées par l'hyperpuissance dominante ne sont plus respectées, donc Poutine considère qu'il a le champ libre. Et je fais un autre lien. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, je parle. Mais j'en profite pour faire part de mes réflexions. Je fais un autre lien de cet affaiblissement-là, mais un peu dans la même symbolique. Le départ des Américains d'Afghanistan, il y avait les raisons pour lesquelles ils étaient là, hein, c'est après les Twin Towers. Et il y a eu d'ailleurs, je le dis là, mais je vais en reparler sûrement tout à l'heure, des accords qui ont été passés entre les talibans et les Américains, initiés par Donald Trump, qu'applique Joe Biden. On connaît les conditions désastreuses du départ des Américains. Affaiblissement, effacement, point d'interrogation, je reviens sur cette alternative. En tout cas, le départ est celui que vous connaissez. Je l'ai moi-même vécu en direct. Et la traduction, c'est février 2022. Où finalement, devant cet effacement et cet affaiblissement, Poutine considère qu'il peut se lancer dans l'agression de l'Ukraine. Bref, basculement total, profond, y compris dans le domaine des échanges, où je considère désormais que cette phase de démondialisation se traduit par une nouvelle manière d'envisager les rapports au monde. La géopolitique désormais s'impose à la géoéconomique, donc on cherche la sécurité des échanges avant toute chose, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et nous sommes rentrés dans une phase de
la géopolitique de la force. C'est ça le grand basculement. Avec toute une série de tendances que l'on peut articuler à cet état de fait. Je pense à ce que j'appelle le désir d'empire que l'on retrouve. Ces pays qui veulent retrouver leur puissance antérieure ou une nouvelle puissance avec une partie de nostalgie de l'empire antérieur, comme la Russie qui veut retrouver son glacis, pas uniquement soviétique, y compris tsariste. On retrouvait cet espace qui faisait la force de l'empire russe. On retrouve cette logique-là, mais on retrouve ça aussi chez M. Erdogan. D'ailleurs, même là en Syrie, en ce moment, c'est finalement l'Empire ottoman qui voudrait, c'est ce qu'il fait aussi en Libye, hein, qui voudrait retrouver son faste d'antan et affirmer sa puissance. Mais c'est la même chose pour l'Iran. Le retour des empires et la Perse qui veut se doter de l'arme nucléaire, mais c'est aussi la Chine, le retour des empires, qui veut qu'on revienne à ce qui était l'empire chinois qui dominait le monde à un moment donné. Tout se passe comme si le XXe siècle n'avait pas existé, on revient au XIXe et chacun retrouve ses propres dynamiques. Basculement. Et dans ce basculement, juste une remarque supplémentaire pour ne pas être trop long. Il y a le temps passe. C'est notre temps, oui. D'accord. Oui. Bon, je regarde. Avec, en plus, du coup j'ai perdu mon idée, mais c'est pas grave, ça va me revenir. En tout cas, ça se traduit aussi par l'organisation de ceux qui sont dans le ressentiment. J'appelle ça, pour ma part, l'international du ressentiment, qui se sont organisés récemment autour de ce qu'on appelle BRICS+. Alors, je ne sais pas quel est votre niveau d'information sur ça, j'explique. BRICS, c'est Brésil, Russie, Chine, Inde et Sud-Afrique. BRICS, ça existait depuis 2006. Ça s'est progressivement renforcé. C'était une initiative au départ russe, mais c'était en 2006, donc ça n'est pas la même logique. Et puis ça s'est agrandi, comme vous le savez, à 5 autres pays. J'essaie de bien me les repérer. Éthiopie, Égypte, Émirats, Iran, il m'en manque un, ça va me revenir. Qui font que, Arabie Saoudite, qui font que les BRICS+, désormais, s'organisent entre eux pour essayer de préparer un nouvel ordre international. Ils ont beaucoup de désaccords, même des désaccords frontaux pour certains. Donc je ne surestime pas pour ma part le rôle des BRICS, sauf que ça peut être pour certaines puissances un instrument d'action et de présence et une espèce de contre-G7 qui se met en place. Un certain nombre de pays qui sont intéressés pour les rejoindre également. Oui, il y a beaucoup de candidats, mais pour l'instant, il y a une sélection. Et puis le fait qu'il y ait beaucoup de candidats n'arrange pas automatiquement certains membres des BRICS, parce que plus vous êtes nombreux, moins votre poids est important. Donc, je ne suis pas certain que l'élargissement soit aussi favorisé que certains veulent bien le croire, d'autant plus qu'il y a beaucoup de tensions et de divergences entre eux, mais c'est ça le point de la situation. Et on assiste par ailleurs, je voudrais le redire puisque vous êtes dans des entreprises, à une forme de... le libre-échange n'est pas remis en cause, sauf que le libre-échange se régionalise. On assure la sécurité de la chaîne des valeurs, beaucoup plus qu'auparavant, d'où des formes de désindustrialisation, entre guillemets, de la Chine, pour aller d'ailleurs à côté, on en reparlera peut-être. En tout cas, nous sommes en train d'être dans un nouveau monde que je peux résumer par la géopolitique de la force. Alors, dans ce contexte et dans ce basculement, Donald Trump est réélu. Est-ce que cet acte 2 de Donald Trump est très différent du premier? Est-ce qu'il s'inscrit dans ce basculement ou est-ce qu'on peut voir une certaine rupture également au niveau international? Quels enjeux pour vous? J'ai pratiqué Donald Trump pendant 4 ans, en secondant autant que possible le président Emmanuel Macron. Il n'est pas du tout dans la même... D'ailleurs, on peut se poser une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Est-ce que c'est Trump qui était la parenthèse ou est-ce que c'est Biden? Parce que rappelez-vous, à la fin de Trump, on a dit on sort de la parenthèse. Or, manifestement, la parenthèse, c'était plutôt Biden. Ce qui veut dire que il y a des mouvements de fond aux États-Unis de la population américaine contre
contre les conflits extérieurs, contre les migrations, contre le libre-échange, contre la remise en cause des valeurs historiques de l'Amérique. Ces ensembles-là constituent une forme de radicalisation de l'isolationnisme américain. L'isolationnisme américain, il existe depuis longtemps. Une bonne partie des gouvernements américains ont été isolationnistes, mais jamais à ce point de radicalité, où c'est MAGA, c'est le militantisme isolationniste total. Donc Trump là, c'est bis, mais c'est avec beaucoup plus de pouvoir, puisqu'il y a le Congrès tout à fait garanti pour lui. Il y a la Cour suprême, qu'il a en grande partie constituée. Donc il n'y a plus de blocage, il n'y a plus de contre-pouvoir. D'une certaine manière, il est libre. Et dans un pays qui le soutient quand même assez largement dans ses résultats de vote. Donc c'est une nouvelle donne et il faut considérer que c'est une nouvelle phase. Il est impulsif. Imprévisible, oui, imprévisible, oui, du coup. Mais instinctif et pas irrationnel. Donc il faut mettre tout ça. Donc il faut avoir à l'égard de Trump à la fois pas de côté anxiogène, mais pas de naïveté non plus. Il faut jouer entre les deux appréciations. Il est là, il faut faire avec, et c'est peut-être plus profond qu'on ne le pense sur la situation américaine. En tout cas, je garde un souvenir de cette première rencontre avec Trump, du président Macron avec Trump en 2017. C'était pas d'ailleurs à Paris, c'était à Bruxelles. Au cours de la conversation, bizarrement, il dit au président Macron je ne supporte plus, je ne vais pas l'imiter parce que ce serait pas bien, et j'aurai des histoires avec l'ambassade américaine après, donc c'est pas bien. Je ne supporte plus de voir les BMW sur la 5e avenue. Je ne supporte plus. Et pourquoi? Parce qu'elles sont allemandes. Et quelque temps après, il vient à Paris, vous vous souvenez, le 14 juillet, et dans la conversation, comme ça, bâton rompu, je ne supporte plus de voir les Mercedes sur la 5e avenue. Et pourquoi? Elles sont allemandes. Mais tu m'avais dit pour les BMW, oui, mais je veux qu'elles soient américaines. Tout est là, et il y a une formule très pittoresque que j'ai lue, je ne sais où, qu'il a déclaré il y a peu de temps. Le plus beau mot du dictionnaire, c'est le mot tarif. Ça, c'est Trump. Et donc, il l'a dit, voilà. Nous sommes dans une espèce d'obsession, nous allons être dans une obsession tarifaire. Et donc, si je peux essayer de faire un peu de projection sur ce qui peut se passer, je pense qu'il va faire des deals individuellement avec chaque pays. Il gère les relations internationales comme il gère son entreprise, mais c'est vrai, dans une relation directe et en essayant de gagner son bras de fer avec les acteurs avec qui il contracte ou il essaie de contracter. Et ça peut être tous azimuts. Et ça peut être complètement imprévu. D'ailleurs, on l'a vu dans le passé. Kim Jong-un avec la Corée du Nord, rappelez-vous, ça n'a pas marché, mais enfin, il a tenté. D'ailleurs, il fait des deals aussi avec les talibans. J'évoquais la question tout à l'heure. C'est lui qui engage la discussion avec les talibans pour se retirer d'Afghanistan. Il fait des deals tous azimuts et tout peut être possible. Et quel deal il peut faire, par exemple, avec Zelensky il a vu Notre-Dame là, ce week-end. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Je ne vais pas vous donner la marge de manœuvre et comment il va faire, mais ça peut être aussi sur la question iranienne, ça peut être sur toutes les questions. Et il y a un point que je ne veux pas oublier de vous signaler concernant notre propre sécurité, l'Alliance Atlantique. Puisque je l'ai fréquenté à ce moment-là, et finalement j'ai mis du temps à comprendre, ce qui n'est pas bien, mais bon, c'est comme ça. Et finalement, il gère l'Alliance Atlantique, ou il est dans l'Alliance Atlantique, comme dans les affaires. C'est-à-dire, l'Alliance Atlantique, ce n'est pas une alliance politique, internationale, diplomatique, etc. Non, c'est une assurance. Combien tu donnes et combien de risques tu as. T'es le Monténégro, ok, t'es petit, bon, c'est bien. T'es dans l'Alliance, ok, tu payes combien? Tant. Et c'est quoi tes risques? C'est ça, donc je te prends 2 risques. Okay. Vous voyez? Et toi, l'Allemagne, tu as de gros risques quand même, c'est quand même lourd.
Et tu payes combien? Tu payes que ça? Moi, je te prends pas tout. C'est la logique, enfin je caricature un peu, hein, mais c'est la logique qui va dominer la relation. Nous sommes dans une relation marchande de la sécurité internationale, ce qui est quand même pas rien. Et donc la finalité de ces deals, est-ce que c'est America Great Again, mais pour l'essor économique des États-Unis, il n'y a pas de volonté d'hégémonie derrière, comme c'était le cas pendant la guerre froide, non, c'est ça? Pas du tout. Non, c'est tout pour America First. Du moment que ça rapporte aux États-Unis, et vous aurez, et nous aurons. Alors ça, c'est un côté qui peut être positif, mais encore que il faut bien le mesurer. Nous aurons une volonté de désengagement systématique militaire. Plus de guerre. Le problème, c'est à quel prix? Mais vous en avez eu la preuve, là, je commençais mon propos par la Syrie. Vous en avez eu la preuve dans les réactions de Trump après la chute de Bachar el-Assad. Surtout, on ne s'en occupe pas. En gros, excusez-moi d'être vulgaire, démerdez-vous. Ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est l'Amérique. Donc il y a deux lignes fortes. Un, tout pour America First, tout pour mes intérêts, par le biais, entre autres, du protectionnisme. On va dans une phase de protectionnisme renforcé, d'une certaine manière, une forme d'international du protectionnisme. Il faut s'y préparer. Et l'autre sujet, c'est la Chine. Voilà, c'est les deux grands sujets. Et donc tout faire pour qu'on renforce l'Amérique avec les conséquences que ça peut avoir, parce que quand on met des droits de douane significatifs, comme c'est son intention, ça a des répercussions internes sur le pouvoir d'achat, etc. Mais ça, c'est le problème de Trump à l'intérieur, et tout faire pour éviter que la Chine devienne la grande puissance qu'elle veut devenir, en tout cas qu'elle double les États-Unis. Je pense que tout ça va se traduire néanmoins par un renforcement des États-Unis. Il y a une telle capacité d'innovation, une telle force dans ce pays qu'il va continuer à se renforcer, mais pour l'intérieur et non pas pour l'extérieur. Il peut y avoir, selon vous, avant d'aller vers le Moyen-Orient, un risque de confrontation USA-Chine au-delà de cette confrontation commerciale économique? Moi, je n'y crois pas trop. Je pense qu'on va être dans une phase de confrontation économique, des échanges considérables, qui va d'ailleurs un peu nous nuire, nous, parce que si Trump met en œuvre la taxation des produits chinois à 60%, ça veut dire que la Chine, qui par ailleurs, vous le savez, traverse une période de difficulté économique. On pensait que les Chinois allaient devenir riches avant de devenir vieux. Ils sont en train de devenir vieux avant d'être riches. Hein. C'est une situation particulière avec peut-être des interrogations sur le grand compromis chinois qui visait à renforcer la classe moyenne et à donner des perspectives aux Chinois de la classe moyenne en échange de l'acceptation d'un régime autoritaire. Est-ce que ça va tenir? Ça, j'en sais rien. En tout cas, il y a une crise interne, crise de la consommation, crise immobilière, crise démographique. C'est l'Inde qui est passée devant depuis l'année dernière. Et cette crise démographique va se continuer, puis ce renforcement de l'appareil du Parti communiste chinois. Et il y a eu une espèce d'inflexion du modèle industriel chinois pour développer toutes les énergies vertes, toutes les industries vertes, pardon, que ce soit dans l'automobile électrique ou autre, ou panneaux solaires, etc. L'ensemble, tout le panel de l'économie verte dont la Chine va s'enorgueillir et qui vont essayer d'exporter partout, comme les États-Unis vont se bloquer, eh bien, ils risquent d'essayer d'envahir l'Europe avec leurs propres produits, ce qui posera d'autres questions pour l'Europe. Sur la partie militaire, je ne suis pas... Je constate comme vous le renforcement de la capacité militaire chinoise. Je constate comme vous les menaces portées à l'égard de Taïwan. Je constate comme vous l'affichage qu'en 2049, la Chine sera la principale puissance, la grande puissance mondiale à tout point de vue. Le passage à l'acte, c'est plus compliqué, même si on peut être inquiet de
l'engagement, vous relisez ça, parce que c'est un texte très intéressant, l'accord qui s'est passé je crois que ça va être en début 2022, c'était avant les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin, où Poutine va à Moscou, à Pékin pour l'ouverture des Jeux, ou avant l'ouverture des Jeux. Et il passe un grand accord avec la Chine, et c'est le fameux accord de l'amitié sans limite, un texte extrêmement important, dans lequel est remis en cause le fameux ordre international dont je parlais tout à l'heure, qui est un ordre occidental. Tous les grands principes sur lesquels nous avons vécu, ce sont des principes civilisationnels et non pas des principes de la communauté internationale, imposés par l'Occident. C'est l'Ouest contre le reste. Bref, il faut mobiliser le Sud global contre l'ensemble de l'Occident et de ses alliés. Ça, c'est un texte majeur, même si aujourd'hui la Chine est, semble-t-il, un peu interrogative et perplexe. On le serait à moins face à l'articulation qui est en train de se mettre en œuvre entre la Russie et la Corée du Nord. Alors peut-être un point assez large avant de prendre quelques questions de la salle sur la crise au Moyen-Orient. Donc Donald Trump nous dit de nous débrouiller, notamment avec la Syrie, mais pas seulement. Quel est l'impact, selon vous, de ces conflits plus largement sur l'Europe? Est-ce que les Européens, d'ailleurs, sont directement impactés? En quoi cela nous intéresse? Et notamment les entreprises également présentes là-bas. Quels sont les risques? Le panorama est extrêmement complexe. C'est ça. Si vous me lancez sur le Moyen-Orient, ça va prendre du temps. Mais que dire? C'est tout à fait essentiel pour notre propre sécurité. D'abord notre sécurité économique, en raison des ressources énergétiques dont nous sommes dépendants. C'est tout à fait essentiel pour notre sécurité, en raison du lien qui est en train de se produire entre la Russie, l'Iran et la Corée du Nord. Donc une forme d'internationalisation double du conflit au Proche-Orient et de la crise ukrainienne. Il y a un lien qui est en train de se faire. Et puis ensuite, c'est une poudrière majeure et avec des conflits potentiels à venir. Quelques remarques un peu dans le désordre sur la situation, sur la crise israélienne, Gaza. Mon interrogation forte, je dis ici très, très clairement et très fortement, c'est parce que, pour ma part, je me suis prononcé vigoureusement contre les attentats terroristes et le pogrom du 7 octobre, et que je suis un militant de la lutte pour le respect d'Israël et contre toute forme d'antisémitisme, que je peux me permettre de dire aux Israéliens, quel est votre but de guerre? Comme diraient les militaires, s'il y en a encore quelques-uns dans la salle, quel est l'état final recherché? Qu'est-ce que vous voulez pour après-demain? On ne sait pas. On est dans une espèce de... Vous savez, nous avons fait la paix avec la Suisse il y a très longtemps, et on appelait ça la paix perpétuelle. Notre relation avec la Suisse, c'est la paix perpétuelle. Là, c'est la guerre perpétuelle. Le concept qui est en train d'être créé, c'est la guerre perpétuelle. Je pense que sont en train de se préparer des générations de terroristes dans la zone. Parce qu'il n'y a pas de sortie. Mais peut-être que Trump fera une sortie. Rien n'est à exclure. Il y a d'une part cette situation-là. Il serait vraiment très, très opportun qu'il y ait des voies qui permettent d'obtenir, parce qu'on peut penser qu'il va y avoir un accord sur les otages, d'après ce qu'on croit comprendre, mais on ne sera qu'au début d'un processus. Votre rôle au Liban aussi, je sais pas. Alors j'ai fini parce qu'il y a trois autres choses qu'il faut dire quatre sur le je regarde l'heure aussi au passage, sur la situation au Moyen-Orient. L'Iran est affaibli, très affaibli même, avec des tensions internes qui n'apparaissent pas entre Pezeshkian, le nouveau président, et le guide suprême et le gardien de la révolution, des tensions réelles. Ce qu'il faut bien prendre en considération, c'est que l'équipe autour du nouveau président Pezeshkian, c'est l'équipe, son entourage, les hommes qui font, je dis les hommes, je dis pas les hommes et les femmes, les hommes là seulement, qui agissent au sein du gouvernement. Ce sont ceux qui ont, en 2015, fait l'accord sur le nucléaire. C'est les mêmes équipes.
que je connais très bien parce que je les ai fréquentés après. Ce sont des réformistes. Alors, ce n'est pas des réformistes automatiquement des grands démocrates, mais ce n'est pas la même ligne que les ayatollahs. Est-ce qu'ils vont gagner ou pas? Je n'en sais rien. En tout cas, on a un Iran affaibli qui n'est plus en situation de maîtriser ce que l'on appelle l'axe de la résistance, qui intègre d'ailleurs le Liban, sur lequel je vais dire 2 mots, mais qui intègre aussi l'action des Houthis en mer Rouge, aussi certains mouvements irakiens. Tout cela est en train de se fragiliser beaucoup avec la chute de Bachar el-Assad. Bon. Un Iran fragilisé, une Arabie saoudite, je terminerai par le Liban, une Arabie saoudite... qui joue un rôle nouveau, qui pourrait jouer. Allez voir. Je suis frappé du fait que en France, on ne mesure pas, encore aujourd'hui, la rapidité de la révolution saoudienne. On est braqué, et on a raison d'une certaine manière, sur l'affaire Khashoggi, mais enfin, d'abord c'est vieux, ensuite ça ne doit pas cacher l'énorme évolution qui est en cours actuellement en Arabie Saoudite, à vitesse accélérée, avec même une prise de risque du prince héritier sur un certain nombre de sujets. Il est soutenu à fond et par les femmes et par les jeunes, et ça ne se sait pas en France. Bon. Ce pays se transforme et veut devenir le leader. D'ailleurs, quand l'Arabie Saoudite va organiser l'exposition universelle de 2030, va organiser les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de 2034, il ne reste plus que les Jeux Olympiques. Ils sont en affirmation de puissance. Et, sa finalité, c'est quoi là? D'être la grande puissance. D'être la grande puissance. Du secteur, y compris d'ailleurs par rapport à l'Iran. Mais j'observe que au niveau diplomatique aussi, il joue un rôle de plus en plus affirmé. Le 11 novembre dernier, le prince héritier de Mohammed Ben Salman a réuni à Riyad tous les chefs d'État arabes qui étaient là, et les Iraniens, et le Premier ministre iranien, figurez-vous, à Riyad. Le thème était il ne faut pas attaquer notre république sœur iranienne dans le communiqué final. C'est les Saoudiens qui disent ça, mais pas uniquement eux, tous ceux qui sont autour, qui sont présents. Alors, sans doute avec beaucoup de réticence pour certains. Mais en tout cas, c'est le texte. Et, message à Israël, si vous voulez qu'on participe à un processus de paix et à une reconstruction, à l'aide financière à la reconstruction, il faut que vous vous mettiez dans la logique d'une résolution à 2 États de la crise actuelle. Sinon, on n'ira pas. Message pour M. Netanyahou. Donc, la situation que va trouver Trump au Moyen-Orient n'a rien à voir avec celle sur laquelle il avait essayé d'intervenir, avec parfois des succès, comme la reconnaissance d'Israël par un certain nombre de pays, mais c'était aussi du troc. Hein. Sur le Maroc, rappelez-vous, tu reconnais Israël, mais du coup, en échange, moi, je reconnais que le Sahara occidental fait partie du Maroc, donnant. Voilà. Ça va être comme ça. La situation est totalement différente. Deux mots sur le Liban. Il y a un cessez-le-feu. J'espère qu'il va durer. Ce pays est exsangue, corrompu, avec une classe politique qui n'arrive pas à trouver de sortie politique à la situation du pays. C'est quand même dramatique de voir que ce pays qui est en guerre n'a plus de président de la République depuis 2 ans et un gouvernement qui gère les affaires courantes depuis 2 ans et demi. Donc elles sont plus courantes. Hein. Quand ça dure 2 ans et demi, c'est plus des affaires courantes. Ça veut dire l'incapacité d'agir. Il y a une petite lueur d'espoir, c'est que les autorités libanaises ont décidé de procéder au vote pour l'élection d'un président de la République le 9 janvier prochain. J'espère que ça sera positif. On leur a suggéré la technique du conclave, qui est pas mal, ça donne des papes, mais ça peut donner aussi des présidents de la République du Liban. En tout cas, c'est une urgence absolue pour les Libanais, parce que il y a 5,5 millions d'habitants, mais vous avez en plus plus d'1 million de réfugiés syriens de la première période. Il risque d'en avoir de nouveaux, et plus le fait qu'il y a beaucoup de déplacés en raison
des attaques au sud sur la zone de Litanie, et puis la présence des Palestiniens qui sont là certains depuis 1948. Bref, c'est à la fois un bouillon de culture, un pays extrêmement attachant, mais avec des risques énormes, et il faut pour ça qu'il y ait une stabilisation politique à laquelle nous essayons de travailler. Merci beaucoup. Alors évidemment, il y a plein d'autres questions. Je laisse ces 10 dernières minutes pour vos questions à vous, peut-être de la lumière. Et voilà, donc des questions très courtes pour essayer de pouvoir en prendre un maximum en une dizaine de minutes. Alors, qui souhaite poser la première? Alors, j'en ai sur l'application, oui. Est-ce que l'on peut amener le micro au deuxième rang? Monsieur le ministre, bonjour, je suis Muriel Sobry, la vice-présidente du CDSE. Je tiens à vous remercier tout particulièrement pour votre présence parmi nous aujourd'hui et votre approche géopolitique absolument remarquable, permettez-moi de le souligner, et globale, dans un paysage international qui est particulièrement troublé, vous le soulignez. Peut-être un petit peu en marge de ça, et pour faire le lien avec les enjeux relatifs à l'environnement, et en réponse aux propos que vous teniez dans notre précédent numéro de la revue Sécurité et Stratégie sur le dérèglement climatique et ses enjeux précisément, et notamment les répercussions en matière de sécurité et de sûreté. J'ai une question relative à la dernière COP26 qui s'est tenue à Bakou et à l'importance que vous évoquiez sur les échanges justement, la place de la France lors de ces moments d'échange particulièrement. Une question assez simple sur le regard que vous portez sur cet outil, si tant est que ça soit un outil de COP, et une question assez simple, est-ce qu'on peut considérer qu'une COP est une arme diplomatique aujourd'hui ou pas du tout? Ça peut être une manière de sortir de l'incapacité dans laquelle se trouvent aujourd'hui les Nations Unies de faire autre chose que d'être une référence morale. C'est ce que j'ai dit en début de mon propos. C'est-à-dire que progressivement, les institutions internationales sont devenues des machines qui l'on est un peu avides. Je pense en particulier aux Nations Unies, du seul fait de la composition du Conseil de sécurité, du fait aussi que sans doute, les Occidentaux ont été amenés à occuper beaucoup trop de place dans les organisations internationales, d'où le ressentiment, hein, l'international du ressentiment, et le fait que ce soit toujours les 5 vainqueurs de la dernière guerre de 1945, quand même, qui ont le droit de veto, etc. Bon. Donc il y a une espèce de remise en cause des outils internationaux à un moment où on n'a jamais eu autant besoin de traiter les problèmes mondiaux ensemble dans l'histoire, en particulier la question climatique, mais aussi les questions de santé, les questions de désertification, la question des océans, bref, des enjeux qui ne peuvent pas être traités par un pays tout seul. Est-ce qu'il y a moyen de créer un lieu qui peut devenir, qui peut se traduire ensuite par des obligations, qui permet l'échange et la décision sur ces enjeux-là? Peut-être les COP. Alors, il y a beaucoup de monde dans les COP. Hein, il y a des COP où il y avait la COP sur la désertification qui s'est tenue en Arabie Saoudite, à laquelle assistait le président de la République il y a quelques jours. Il y avait 20 000 personnes, donc c'est difficile de faire un consensus comme ça. Donc, il faut trouver de la méthode. Il y a une méthode déjà qui permet d'aboutir à des décisions, déjà. Mais il y a aussi cette aspiration à faire en sorte qu'il y ait un espace où on puisse traduire, envisager des actions communes, et c'est indispensable sur le climat, sur la désertification. La COP de Bakou, c'est la 29, c'est pas la 26, hein. Excusez-moi de vous corriger. Mais cette COP de Bakou n'a pas été très enthousiasmante par rapport à la COP d'avant qui était à Dubaï, autant que je me souvienne, qui, elle, avait permis des avancées sur la fin progressive des énergies fossiles, ce qui avait été décidé, ce qui avait permis des avancées aussi sur l'accélération des énergies renouvelables. Là, c'est un peu une COP intermédiaire qui s'est quand même traduit par le renforcement du financement des pays. Alors, vous savez, il y a un grand sujet, je dis ça pour l'anecdote, mais qui est quand même assez pittoresque. La Chine se considère toujours comme un pays en voie de développement.
voyez, quand vous allez à Shanghai, vous êtes déjà allé à Shanghai, vous avez vu le pays en voie de développement, c'est tout, etc. Enfin, et donc, moi j'avais dit ça à mon collègue Wang Yi, on voit bien que vous êtes un pays en voie de développement, c'est visible, quoi. Mais ils se considèrent toujours comme cela, porteuses des intérêts des pays du Sud, et eux-mêmes se considérant comme en voie de développement pour pouvoir faire payer les autres. Ça a bougé un peu là aussi, en Azerbaïdjan, puisque la Chine a annoncé qu'elle pouvait contribuer au fonds qui avait été décidé à Paris au moment des accords de Paris, de 100 milliards par an pour l'aide aux pays du Sud pour assumer leur adaptation ou lutter contre la progression des risques. On est passé de 100 à 300 milliards. Donc c'était une petite avancée significative quand même. Alors, je vais prendre des questions via l'application. Je vais prendre celles qui sont likées. Je me dis que ça représente plus dans quelle place pour les Européens et la France dans ce nouvel ordre mondial, quels enseignements du positionnement face au conflit ukrainien, par exemple. Alors, il nous reste 4 minutes. Oui, je ne suis pas sûr que je pourrais prendre une autre question derrière, parce que moi, je n'ai pas parlé de l'Europe dans mon propos introductif, parce que je considère qu'on allait en parler maintenant, c'est un peu court. L'Europe est au rendez-vous de son destin, très, très simplement. De son unité et de sa volonté, les deux allant de pair. Elle a des atouts, parce que l'Europe, je parle de l'Union européenne, je dirai peut-être 2 mots sur le Royaume-Uni après, mais l'Union européenne a traversé des crises récentes, au cours desquelles on disait qu'elle allait se disloquer, elle s'est renforcée. Rappelez-vous quand même, parce qu'on a tendance à oublier le Brexit. On disait à ce moment-là, mais il ne va pas y avoir que le Royaume-Uni, peut-être que la Pologne, peut-être que la Hongrie, etc. Pas du tout. Ils sont restés. Ils sont restés parce que c'est leur intérêt. Ils ne sont pas restés par affection particulière ou par enthousiasme philanthropique. C'était leur intérêt. Ça a été la même chose dans la crise de la Covid, que j'ai à peine évoqué tout à l'heure dans mon propos, alors que c'est un moment important dans l'histoire, y compris dans le basculement, et ils sont restés aussi unis sur la crise ukrainienne, malgré tout. L'Europe a fait des pas considérables à l'égard de la perception de sa propre sécurité au moment de la crise ukrainienne. Bon. Donc, quand il y a des crises majeures, ça ne rompt pas. Mais maintenant, on va s'affronter à des sujets beaucoup plus lourds. Et donc, il faut, à mon avis, que l'Europe se protège, donc qu'elle soit défensive, et en même temps qu'elle soit offensive. Il faut qu'elle se protège, parce que dans l'accumulation des actions protectionnistes qui vont avoir lieu, si elles restent à ciel ouvert, on va complètement voir disparaître les éléments centraux de nos économies. Donc sur les grands sujets d'autonomie stratégique. C'est un mot qu'on n'utilisait pas avant, maintenant qu'on utilise. Y compris d'ailleurs le mot puissance, que l'Europe s'affirme comme puissance. Moi, quand j'ai commencé mes fonctions ministérielles, c'était quasiment un gros mot. Quasiment. C'était un truc de français, il ne fallait pas en parler. Maintenant, tout le monde dit puissance, y compris le chancelier allemand. Puissance, autonomie stratégique, refus des dépendances. C'est là pour ça que la Covid a été très utile, parce qu'on s'est aperçu qu'on ne produisait pas 1 gramme de paracétamol en Europe. Donc on rapatrie parce qu'il y a la sécurité. Donc tout cela doit se traduire par un accompagnement à l'autonomie sur le domaine agroalimentaire, le domaine de la santé, le domaine du numérique, tous les domaines clés, les semi-conducteurs, pour que l'Europe, dans ces domaines clés-là, puisse garder sa propre autonomie, quitte à se garantir, quitte à se protéger. Pour aller au-delà de cette constatation-là, je pense que l'Europe s'est créée autour des valeurs, autour de la sécurité, mais progressivement autour de son marché intérieur. Son marché intérieur, ça a été une grande force. Ce marché intérieur a transformé l'Europe, a permis son développement intérieur. Maintenant, il faut qu'elle fasse en sorte que le marché intérieur soit une arme pour l'extérieur. Parce que nous sommes le plus grand marché du monde, en termes de capacité, en termes de cash, tout simplement. Et donc, il faut assumer ça et le protéger. Si tu veux venir chez moi, il faut que tu payes.
tu dois venir chez moi, bah, tu respectes mes normes. Sinon, tu viens pas. Donc je crois qu'il faut être là-dessus extrêmement clair. Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, je le sais, mais c'est un sujet sur lequel il faut vraiment agir et indirectement, Trump va nous aider à le faire. Sur la sécurité, il faut que l'Europe prenne en main son destin. Elle a beaucoup progressé dans la prise de conscience que sa dépendance sécuritaire à l'égard des États-Unis ne doit pas être totale. On est dans l'Alliance, il faut y rester, mais on doit avoir à l'intérieur de l'Alliance une capacité d'action, d'où la nécessité d'action, de discernement, d'engagement, d'où la nécessité d'avoir des budgets de défense significatifs. On dit qu'il faut être à 2% du produit intérieur brut. La France va y être cette année. Sans doute que ce n'est pas suffisant dans la période que nous connaissons, parce que nous avons à nous protéger, y compris d'agressions potentielles extérieures de la Russie, qui, elle, a fait le choix de la guerre de manière très claire. Et puis, il faut que nous rattrapions notre retard dans le domaine de l'innovation, où nous sommes dans un différentiel négatif à l'égard des États-Unis, et pour cela, investir beaucoup dans l'innovation et la recherche, qui seront les clés pour notre développement et notre protection de demain. Voilà l'enjeu. Je crois que ça a été à peu près percuté par Mme von der Leyen. Les deux rapports dont vous avez sans doute entendu parler, le rapport Draghi et le rapport Letta, qu'elle a sollicité, qui ont été rendus publics il y a très peu de temps, montrent le chemin à suivre. Après, il y a les volontés politiques, et c'est là que c'est un peu plus compliqué, parce que, comme vous le savez, j'imagine qu'il y a une crise politique en France, voilà, et qu'il y a aussi une crise politique en Allemagne. Donc, que les deux se conjuguant, ça devient assez compliqué de donner l'impulsion. Mais ça viendra. D'abord, nos deux pays sortiront de la crise d'une manière ou d'une autre. Et puis, il y a une volonté politique qui s'est affirmée, avec l'émergence d'une puissance nouvelle et importante, qui est la Pologne. Donc, il ne faut pas négliger demain le rôle qu'il pourra avoir. Une dernière question, mais qui peut amener une réponse extrêmement rapide. Faut-il se préparer à un conflit de haute intensité dans un horizon à moins de 5 ans ? Il faut se préparer à tous les risques. Il faut se préparer à tous les risques. Ben voilà. Eh bien, allons-y. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Jean-Yves Le Drian.